Est-ce que vous pourriez nous donner le coût pour France Télévisions d'une émission, par exemple, comme C'est dans l'air ou C'est ce soir? Si tu veux répondre, ce qu'on vous disait, c'est-à-dire que on ne connaît pas, les producteurs gèrent avec la direction des productions, donc on n'a aucune connaissance des marges des producteurs, animateurs, producteurs ou producteurs. Pourquoi, effectivement, à l'oral, vous ne souhaitez pas les révéler ces coûts? Si vous nous donnez pas aujourd'hui, par exemple, le coût d'une émission comme C'est dans l'air ou comme C'est à vous, est-ce que c'est parce que vous ne connaissez pas le coût ou est-ce que c'est parce que pour différentes raisons, vous ne voulez pas nous le donner? Je connais ce coût de programme, il relève du secret des affaires. Et vous convenez que c'est l'utilisation de l'argent public, connaître que les Français sachent combien coûte une émission comme C'est dans l'air ou C'est à vous, parce que c'est l'utilisation de leur argent. Scène explosive en commission. Les directeurs de France Télévisions ont refusé de révéler les coûts des émissions financées par l'argent public, alors que les marges des sociétés de production privées peuvent atteindre 70%, un véritable délire. Ces silences alimentent des accusations de manque de transparence et relancent le débat brûlant sur l'utilisation de l'argent des Français dans l'audiovisuel public. Est-ce que vous pourriez nous donner le coût pour France Télévisions d'une émission, par exemple, comme C'est dans l'air ou C'est ce soir? Ces responsabilités-là ne dépendent pas des équipes éditoriales qui sont en face de vous aujourd'hui. Nous avons en charge le fait que ces programmes respectent bien les missions du cahier du charge, qu'elles rencontrent leur public, mais pas les points budgétaires. C'est-à-dire que il n'y a pas de... Pardon, juste pour comprendre, c'est-à-dire que le coût de votre grille, vous dirigez les magazines, le coût de votre grille ne dépend pas de vous. C'est-à-dire que vous pouvez penser tous les magazines que vous voulez, quel que soit leur coût, vous regardez jamais la question des coûts? Non, on a un pilotage collégial et j'échange évidemment avec ces équipes de la direction de la production, mais ce n'est pas ma responsabilité, elle est éditoriale. Je m'étonne de votre réponse parce que vous êtes responsable notamment des contenus que vous proposez. Quels sont les indicateurs en fait que vous suivez au quotidien pour savoir si un programme est pertinent ou non? J'imagine que vous mettez en comparaison le coût pour France Télévisions et donc pour le contribuable, probablement la part d'audience qu'il génère. Est-ce que vous pouvez nous donner un peu plus de précision quand vous me dites que vous ne pouvez pas me donner le coût, par exemple, de C'est dans l'air ou C'est ce soir ou d'un jeu? J'espère que vous le connaissez, ce coût, et que vous le mettez en regard de la part d'audience pour savoir si, au fur et à mesure des saisons, c'est pertinent de continuer à proposer ce type d'émission. Quels sont les indicateurs que vous suivez au quotidien? Les coûts, ils sont évidemment sous le secret des affaires. Encore une fois, c'est une équipe France Télévisions. Là, vous avez les équipes éditoriales. On travaille main dans la main avec la direction des antennes qui programme l'ensemble des contenus et qui a la responsabilité du respect du coût de grille. Et on travaille avec les équipes financières de la direction de la production. C'est un travail, encore une fois, collégial. Notre responsabilité est, vu le volume d'heures inédites que l'on diffuse chaque jour et chaque semaine, ce sont des responsabilités importantes, c'est la rencontre des programmes avec les publics dans le respect des missions inscrites dans le cahier des charges. Peut-être pour prolonger la question du rapporteur, j'imagine quand même, pour bien comprendre, que la direction vous donne un budget, vous dit pour le documentaire, je crois que c'est un peu plus de 100 millions de... Enfin, vous avez bien des budgets, c'est vous qui les allouez, ces budgets. Pour être clair, c'est pas vous, par exemple. Est-ce qu'on vous donne un budget pour les jeux, par exemple, ou pour les documentaires? Qui a la responsabilité d'allouer ce budget, de ventiler ce budget en disant on va financer Ouais, c'est la direction financière. Il y a un cadre qui est alloué à l'unité, en fait. Et après, c'est la direction financière qui la donne à l'unité. Et nous, on doit rester dans ce cadre, en fait. Mais ce qui est formidable, c'est que... il y a un cadre budgétaire où on ne doit pas sortir de ce cadre-là. Et c'est vous qui allouez ce budget, pour bien comprendre, parce que c'est une discussion intéressante que le rapporteur a ouverte. Qui alloue ce budget? Si on vous dit vous avez temps pour les jeux. La direction financière. Donc c'est pas vous qui ventilez votre budget? Non. Si vous nous donnez pas aujourd'hui, par exemple, le coût d'une émission comme C'est dans l'air ou comme C'est à vous, est-ce que c'est parce que vous ne connaissez pas le coût ou est-ce que c'est parce que pour différentes raisons, vous voulez pas nous le donner? Alors, il y a des notifications budgétaires qui sont faites aux directions des unités de programme, aux directions éditoriales et à la direction de la production. Donc, je connais les coûts des programmes. Je n'ai pas la responsabilité de les négocier ou de discuter de... voilà, encore une fois, la discussion financière a lieu entre la direction de la production et les sociétés de production. Je connais ce coût des programmes. Il relève du secret des affaires.
Et vous convenez que c'est l'utilisation de l'argent public, connaître que les Français sachent combien coûte une émission comme C'est dans l'air ou C'est à vous, parce que c'est l'utilisation de leur argent, c'est d'intérêt public. On est dans le cadre d'une commission d'enquête, c'est une question que nous vous posons. S'abriter systématiquement derrière le secret des affaires, on a entendu beaucoup cette réponse. Je ne suis pas sûr d'ailleurs qu'elle corresponde parfaitement au règlement de l'Assemblée nationale et aux questions que l'on peut vous poser. Pourquoi est-ce que vous refusez de nous donner le coût exact d'une émission comme C'est dans l'air ou C'est à vous ? Excusez-moi, mais en fait, on vous a dit que tous les contrats sont déposés. Non, mais donc la commission d'enquête est informée, c'est dans la data room. Ouais. Juste pour répondre, est-ce que vous êtes informé ? Oui, vous êtes informé. Je crois que ce n'était pas la question du rapporteur, mais merci de cette précision. Effectivement, pour clarifier les choses, les documents le rapporteur aura connaissance de tous ces éléments. Et il a les documents, comme vous venez de le dire, monsieur le directeur, il a les éléments qui aujourd'hui lui permettent d'apprécier le coût de ces émissions. La question du rapporteur, c'était, je crois, je parle sous votre contrôle, vous avez ces documents, vous allez avoir cette information, donc le rapporteur aura cette information, le coût de la grille des programmes, les contrats de production. La question du rapporteur, et c'est intéressant peut-être que vous y répondiez, pourquoi effectivement à l'oral vous ne souhaitez pas les révéler ces coûts, et peut-être c'est pour que aussi les Français qui nous écoutent comprennent ce que c'est le secret d'affaires, en quoi ça vous poserait une difficulté de révéler le coût de... Voilà, donc je vais être très clair pour résumer, parce qu'il se fait tard. Le rapporteur a ces éléments, effectivement, monsieur Aldu a raison, les documents lui ont été communiqués, donc il a connaissance de ces coûts. France Télévisions n'a pas fait entrave à la connaissance des coûts des programmes, mais la question du rapporteur, c'était finalement pourquoi à l'oral vous ne souhaitez pas les révéler, pourquoi le secret des affaires c'est important pour vous, pour comprendre, voilà, aussi pour celles et ceux qui nous écoutent, ce que ça veut dire le secret des affaires et en quoi ça peut, voilà, pourquoi le communiquer au rapporteur, mais pas à l'oral, voilà. Moi, je peux apporter une réponse en tant que président de la société de production interne, en l'occurrence. Je facture moi-même des programmes à France Télévisions. Je ne voudrais pas qu'ils soient su par l'ensemble de la communauté des producteurs, qui sont par ailleurs mes concurrents, ce que sont mes tarifs, ni d'ailleurs ce que sont mes marges. Donc, ces éléments vous ont été fournis. Si vous avez besoin des compléments d'information, moi le premier, je serais ravi de vous en fournir, mais pas ici à l'oral, dans cette commission, simplement parce que, comme vous l'avez rappelé, monsieur le rapporteur, elle est très suivie, et notamment par les gens qui sont nos concurrents. Mais c'est important pour pas que les sentiments, et c'est pour ça que je vous ai permis d'expliciter cette réponse, parce que je trouve que c'est important pour pas qu'il y ait d'instrumentalisation, que les Français se disent on nous cache des choses. Le rapporteur a ces éléments, et le secret des affaires, comme le prévoit l'ordonnance de 1958, garantit que ces éléments doivent être communiqués par écrit, mais pas forcément une obligation de les communiquer à l'oral pour des raisons que vous avez évoquées. Monsieur le rapporteur, allez-y. Merci, Monsieur le Président. Oui, dernier point sur le sujet. J'ai demandé à la direction de France Télévisions de me transmettre, par exemple, des coûts nets qui sont ventilés par heure et par part d'audience, qui me semblent des indicateurs essentiels pour juger de la pertinence, par exemple, d'un programme. Et ce sont des éléments aujourd'hui qui ne m'ont pas été fournis ou adressés. Et dans vos réponses, j'ai aussi l'impression qu'il y a une sorte d'imperméabilité entre la direction financière et vous, les critères que vous appliquez. Donc c'est ce qui me fait aussi réagir. Quels sont les indicateurs aujourd'hui clés, de façon très simple, hein, quels sont les indicateurs clés qui font qu'aujourd'hui, vous êtes en mesure de dire ce programme fonctionne, on va continuer à le produire? Est-ce que c'est la part d'audience? Est-ce que c'est le coût par rapport à la part d'audience? Enfin voilà, quels sont les indicateurs? Dans toute entreprise, il y a des indicateurs un peu concrets pour l'utilisation des programmes. Chez France Télévisions, quel indicateur suit-on? Il me semblait vous avoir répondu, mais donc nous avons des indicateurs d'audience, des indicateurs plus qualitatifs, et c'est sans doute, vous touchez du doigt, je pense, qui fait la spécificité du service public, c'est qu'effectivement, moi j'ai travaillé dans des groupes privés où l'indicateur principal était le ratio coût-audience. Eh bien, dans le service public, ça n'est pas l'indicateur principal. Comme l'a rappelé la présidente dans son audition, si la rentabilité d'un programme était notre seul driver, nous ne ferions pas le Téléthon. Si la rentabilité d'un programme était notre seul driver, nous ne ferions pas du spectacle vivant en prime time sur nos antennes. Récemment, on a pu apprendre dans les médias que certains animateurs producteurs, notamment sur les jeux, pourraient réaliser des marges sur des contrats passés avec France Télévisions de près de 70%. Est-ce que ça existe chez France Télévisions, des animateurs producteurs qui réalisent des marges de 70%? Et si oui,
Est-ce que c'est dans l'ADN du service public de permettre à des producteurs de réaliser des marges aussi importantes? Oui. Bon, comme monsieur le rapporteur a évoqué des Oui. jeux, un animateur de jeux, peut-être Madame la directrice, si vous voulez répondre. Ouais. Je ne sais pas si tu veux répondre. Ce qu'on vous disait, c'est-à-dire que on ne connaît pas, les producteurs gèrent avec la direction des productions, donc on n'a aucune connaissance des marges des producteurs, animateurs producteurs ou producteurs. La réponse est très claire, j'aurais aimé vous donner d'autres informations, mais nous n'avons pas d'informations à ce sujet-là. Et est-ce qu'il vous arrive, ou il arrive à la direction de France Télévisions, de signer des contrats de production pluriannuels, c'est-à-dire des engagements qui engagent donc France Télévisions sur plusieurs années, notamment sur les jeux? Est-ce que ça arrive, ou est-ce qu'en fait il y a une échéance annuelle qui, au regard de l'audience, au regard du coût, au regard du respect des obligations, notamment de la charte de France Télévisions, est-ce que tout est en fait rediscuté de façon annuelle, ou est-ce qu'en fait il peut y avoir des contrats de production passés sur de longues années? Là, de la même manière, c'est vraiment la direction des productions. Après, c'est quoi qu'il arrive, contrat par contrat, parce que, encore une fois, moi qui m'occupe vraiment du contenu, on réfléchit d'émission en émission pour savoir si on les reconduit. Mais c'est vraiment des questions. Autant on vous répondrait sur plein de questions édito, autant sur la question de la direction des productions, c'est elle qui gère directement avec les producteurs. Donc tout ce qui est contrat, etc. Mais par contre, je pense que tous les documents vous êtes renvoyés, tous ceux que vous pouvez demander autour de vos questions. Mais à entendre vos réponses, j'ai l'impression qu'en fait, vous n'avez pas de responsabilité dans la décision des programmes qui sont actés, dans leur reconduction, dans l'étude des coûts et de leur impact. Vous vous en remettez à chaque fois à la direction qui doit me remettre un certain nombre d'éléments. Sur une question aussi simple, est-ce qu'il y a des contrats pluriannuels? Comment sont-ils décidés? Est-ce que vous avez une idée? Parce que je sais qu'il y a des audits de production qui sont réalisés qui permettent de vérifier les marges de certaines émissions. Vous êtes des directeurs importants des principales unités de France Télévisions. J'ai du mal à comprendre que vous ayez aucun élément à m'apporter sur ces questions-là. Intéressant, et c'est ce qui fait aussi toute la sécurité et le contrôle de France Télévisions, c'est que chacun a des missions, ce qui fait que le contenu n'a pas la partie financière, ce qui permet qu'à un moment donné, on est dans un contrôle. C'est aussi rassurant pour le service public de savoir ça. C'est que ce n'est pas une personne qui gère tout, c'est plusieurs personnes. Donc ça, déjà, il me semble que ça peut vous rassurer sur ce point-là. C'est-à-dire que quand nous... parce que la question revient, et je pense qu'on n'y a pas répondu, c'est que voyez, toute la table que l'on est, elle se rassemble avec toutes les personnes qui, à un moment donné, vont être en charge de la responsabilité qu'il a. C'est-à-dire que ça soit sur les contrats, sur le financier, comme vous expliquez, Tiffaine, les comités éditoriaux, les comités d'investissement, il y a énormément d'étapes qui font qu'à un moment donné, chacun dans son rôle va donner sa position. Ma position à moi, quand je la donne, c'est la qualité du programme. Qu'est-ce qu'on en a pensé? Comment on l'a fait? Est-ce qu'on a trouvé que c'était pertinent ou pas pertinent? Est-ce que dans une offre globale de divertissement et de jeu, on trouve que c'est complémentaire et que ça a un sens? Ça, c'est notre rôle éditorial. Monsieur le rapporteur, la question c'est est-ce qu'il y a des contrats pluriannuels sur les jeux, je crois, Madame la directrice? Il y a des contrats pluriannuels sur quelques jeux. Je ne pourrais pas vous dire lesquels, mais il y en a quelques-uns. En fait, ça dépend souvent, c'est quand il y en a, et ça fait longtemps. C'est des marques emblématiques qui marchent et fonctionnent depuis longtemps. Ça peut arriver qu'il y ait des contrats pluriannuels. Mais pardon, monsieur le rapporteur, mais parce que vous gérez quand même les jeux sur France Télévisions. Donc on imagine quand même que vous savez des jeux pour lesquels vous n'allez pas pouvoir changer d'année en année. S'il y a des jeux sur lesquels France Télévisions sont engagés, j'imagine que vous savez les jeux... Non, parce que même quand il y a du pluriannuel, il y a des... D'accord. Mais vous avez quand même la liste, vous la connaissez, des jeux pour lesquels France Télévisions est engagée pour plusieurs années. Je ne vous demande pas forcément de me donner la liste, mais c'est une information que vous avez. Tous les contrats que vous demandez vous seront communiqués dans la data room. Donc, non mais pardon, là je crois qu'on se comprend pas. C'est pas une question de savoir si on aura les contrats, on les aura, c'est la loi. La question c'est de savoir, pour bien comprendre votre rôle et votre activité, votre périmètre, de savoir si dans les secteurs que vous avez dans votre périmètre,
Comment vous gérez cette partie financière et de contrat? On a bien compris que vous y avez l'éditorial, on a bien parfaitement compris ça, mais comme ça, il y a aussi des enjeux d'engagement pluriannuel et des engagements financiers, c'est comment ça se coordonne, c'est ça la question en fait. C'est des documents, on les aura, et si on les a pas, je m'assurerai qu'on les obtienne. Le principe d'un fonctionnement collégial, c'est-à-dire qu'il y a des directions différentes, qui ont des responsabilités différentes, mais qui travaillent ensemble pour construire une offre de programme à destination des publics. Les uns avec des responsabilités éditoriales, c'est les personnes que vous avez en face de vous ce soir, les autres avec des responsabilités de publication, la direction des antennes, et d'autres avec des responsabilités budgétaires, la direction de la production au sein de la direction financière. Et évidemment, nous travaillons ensemble et nous nous parlons tous les jours. Ça renvoie à un principe assez simple d'organisation des administrations qui se résume ainsi, c'est la séparation des ordonnateurs et des comptables. Et c'est une sûreté qu'on apporte aux entreprises de faire en sorte que ce ne soit pas la même personne qui puisse ordonner un programme et décider très précisément de son coût et de son équilibre financier. C'est vrai dans plein d'organisations et ça se retrouve fort logiquement à France Télévisions. Je vous avoue qu'on a un peu de mal à comprendre vos réponses à des questions pourtant simples. La question était simple, c'était existe-t-il des contrats pluriannuels, notamment pour les jeux? Est-ce qu'il y a des jeux, des cases où France Télévisions s'est engagée sur plusieurs années, qui, en dépit d'une audience, par exemple, en Berne, ne pourra pas être supprimée? Enfin voilà, la question est simple. Vous êtes directrice des jeux, vous ne pouvez pas nous apporter la réponse. Il y a d'autres questions qu'on vous a posées, visiblement. La réponse est partagée par différentes directions. Tout ça, je trouve, est assez flou et compliqué à comprendre. Donc, ce qui me fait poser la question, est-ce que vous pourriez nous décrire de façon assez simple s'il y a, par exemple, une procédure d'appel d'offres chez France Télévisions? Imaginons, par exemple, que demain, n'oubliez pas les paroles ou c'est à vous disparaissent et que France Télévisions décide de renouveler ce programme à cette même heure. Comment ça se passe concrètement? Quel est le processus, la procédure d'appel d'offres? Je pense que ça pourra éclairer vraiment nos travaux. Peut-être la première question, c'est est-ce qu'il y a des clauses d'audience dans les jeux? Madame la directrice de la fiction et des programmes nous a indiqué que pour elle, il y avait des clauses d'audience sur les fictions. Est-ce que dans les jeux, il y a des clauses d'audience? Oui, il y a des clauses d'audience aussi, de la même manière. Oui, non, mais je demandais pour les jeux. On avait les réponses sur les jeux, pareil, de la même manière. Et l'appel d'offres, du coup, la question du rapporteur, que je ne reformule pas, juste pour qu'il ait sa réponse, la question sur l'appel d'offres. Tu peux parler des sitcoms, par exemple? Les sitcoms. Je peux parler de tous les programmes. Non, je peux parler de tous les programmes parce que si un programme s'arrête et qu'on veut le remplacer parce qu'on a un trou dans une grille, il y a effectivement un appel d'offres qui est connu, commun, qui se passe ou par la presse ou par une annonce et dans lequel on développe une sorte de cahier des charges, quel que soit le genre. Un magazine plutôt politique, un magazine plutôt de santé, un jeu plutôt de connaissances, ou même, il m'est arrivé de faire un appel d'offres sur de la sitcom, puisque je trouvais qu'il n'y avait pas assez de rire sur le service public. Donc, dans ce cas, les gens répondent, enfin les producteurs répondent sur l'appel d'offres. Et comme on vous l'a déjà dit, et j'ai l'impression qu'on se répète, mais on se réunit encore une fois tous ensemble pour évaluer le potentiel du projet, le potentiel de la case. Là, il y a la réflexion, qu'est-ce qu'il y a en face, quel est le public qui est là à cette heure-là? Est-ce qu'à cette heure du soir, c'est le même public? Quelle cible on veut atteindre? Quel coût on a pour le faire? Donc c'est pour ça qu'il y a la direction, effectivement, la direction de la production. Et donc il y a toute une dynamique qui se met sur ce projet. Sur l'appel d'offres en particulier, est-ce que il y a un appel d'offres qui est émis auprès de l'ensemble des sociétés de production? Est-ce qu'il y a un délai pour pouvoir y répondre? Est-ce qu'il y a un cahier des charges? Est-ce qu'il y a un comité qui se prononce? Est-ce que tout ça est documenté? Est-ce qu'il y a des paliers, par exemple, par un montant d'investissement inférieur à 10 millions ou supérieur à 10 millions? Comment tout ça se passe? On a l'habitude de marchés publics qui sont parfaitement encadrés. En l'occurrence, ça peut s'apparenter à ce type de contrat et de marché-là. Est-ce que vous pourriez nous dire précisément demain, comment une société de production indépendante française pourrait se positionner pour récupérer, par exemple, un créneau qui serait remis en concurrence par France Télévisions?
Comme je vous l'ai dit, il y a effectivement un cahier des charges. Alors, vous m'interrogez sur les programmes. Je pense que ça ne marche pas sur tous les programmes de la même façon. Donc, c'est un peu difficile pour moi de répondre. Je sais que, généralement, il y a un cahier des charges, encore une fois. Il y a un programme qui doit répondre à une demande. Il y a une offre qui doit être intéressante pour une heure donnée. Il y a effectivement... Mais en fait, tout le monde peut répondre à un appel d'offres. C'est public un appel d'offres. Tous les producteurs peuvent répondre. Tous les producteurs peuvent répondre. Et après, chaque producteur va venir avec son savoir-faire. Mais tout ça est étudié, c'est encadré. Il y a des dossiers. C'est pas... on ne choisit pas comme ça, il y a des fiches d'évaluation. C'est des fois, quelquefois même, les équipes de la stratégie éditoriale font une étude sur ce programme en disant est-ce que finalement il est bien. C'est très encadré en fait. Qui décide, très concrètement, qui décide par exemple de l'attribution d'une case de jeu sur France 2 ? Est-ce que ça répond à un appel d'offres ? Qui à la fin prend la décision? Sous combien de temps ça se fait? Est-ce que c'est transparent? Est-ce que moi, par exemple, en tant que rapporteur, je peux accéder à cette décision? Concrètement, comment ça se passe? Comme c'est des questions larges, peut-être qu'il faut... En fait, il y a différents process. Oui, les jeux peut-être. Alors, c'est le jeu. Bon. En fait, c'est pas par genre. Alors, par exemple, on va prendre un exemple concret. Par exemple, vous remplacez... pardon, Madame la directrice, comme on avance, parce que c'est des questions très larges et importantes, hein, bien sûr, mais c'est pour autant le prendre, parce que c'est pas la même chose au cinéma, la fiction, les jeux, les magazines. Donc, comme vous avez évoqué les jeux, peut-être qu'on peut prendre l'exemple d'un jeu, mais autant ça arrive à la France Télévisions de remplacer des jeux, de changer de jeu. On l'a vu avec l'arrêt des chiffres et des lettres, la réduction de questions pour un champion. Et donc, comment ça se passe concrètement quand on se met en recherche d'un nouveau jeu? Voilà. Ce qui est important de rappeler, c'est ce que vous a dit Anne tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on passe beaucoup plus de temps à refuser des projets qu'à les accepter. Donc en fait, on a quand même aussi cette logique qui est que de toute façon, les producteurs viennent vers France Télévisions pour nous proposer des programmes, y compris quand il n'y a pas de case disponible. Donc nous traitons d'abord toutes ces demandes. Et sur des critères éditoriaux partagés, liés à la stratégie éditoriale, aux résultats d'audience, aux attentes du public. Comment un nouvel entrant qui aurait une proposition, comment ça marche? Quand il y a une case à remplacer, vous cherchez, je repose la question, je ne la reformule pas, je la pose à nouveau, vous cherchez un nouveau jeu, comment ça fonctionne très concrètement? Est-ce que c'est des propositions que vous recevez, ou est-ce que, comme le disait le rapporteur, il y a des commissions d'appel d'offres, Voilà, ça se passe comment quand on cherche un nouveau jeu? Moi, je peux vous répondre, pardon. En tant que producteur, et un producteur qui récemment a réussi à placer un jeu de sa création sur les antennes de France Télévisions, c'était la première fois que ça nous arrivait. En fait, il y a deux flux qui se croisent pour répondre à votre question. Il y a un flux qui est tiré par les antennes, c'est-à-dire à l'occasion soit d'appels d'offres, soit de réunions professionnelles, où on fait savoir ce qu'est le besoin, en le formalisant ou pas. Et à ce moment-là, l'ensemble des producteurs dont nous sommes proposons des productions en rapport avec le souhait exprimé par le diffuseur. Et puis, il y a très régulièrement, quasi quotidiennement, un flux qui est poussé par les producteurs, c'est-à-dire que nous prenons l'initiative d'aller mettre le pied dans la porte, pour vous le dire tout à fait trivialement, et en disant « j'ai ce projet, qu'est-ce que tu en penses ?» C'est particulièrement le cas en matière de documentaire, en matière de fiction, mais c'est aussi le cas sur des magazines et des jeux. Et c'est ce que nous avons fait avec un jeu qui s'appelle Memory, qui est un format que nous avons créé au sein de la filiale interne et que nous avons proposé aux équipes d'Alexandra. Et nous avons été retenus pour un test. Et effectivement, on trouve à ce moment-là dans la grille le petit espace qui va permettre, sur une durée donnée, de tester ce jeu et en fonction de sa performance, de le reconduire ou pas. Donc il y a continuellement ces deux flux qui sont en parallèle, celui qui est tiré par l'entreprise, celui qui est poussé par les producteurs, il est plus ou moins formalisé, jusqu'à 2 millions d'euros d'engagement de programme. Le contrôle général économique et financier, dont vous savez que c'est le représentant de l'État au sein de l'entreprise, est informé et donne son avis sur le projet. Au-delà de 10 millions d'engagements, ça passe en comité de désengagement. Merci, c'est très clair.
Oui, mais merci. Dernière question sur le sujet, un cas précis. Avant l'arrivée de Delphine Ernotte à la présidence de France Télévisions en août 2015, la société Together n'existait pas, elle a été créée en octobre 2015 et très rapidement, donc elle s'est retrouvée, par exemple, coproductrice de l'émission C'est ce soir, qui a été produite depuis 20 ans par le groupe Lagardère avec un certain succès d'audience. Est-ce que vous pourriez nous dire pour quelles raisons et dans quelles conditions, en aussi peu de temps, la société Together de Renaud Levantim a été imposée en tant que coproductrice au groupe Lagardère de cette émission C'est ce soir? Quels étaient les rationnels? Quel a été le motif de la décision? Qui l'a acté? Je pense que c'est un exemple qui peut illustrer aussi bien des questions qu'on vous pose depuis quelques minutes. Je crois qu'aucun de nous était là en 2015, ou s'ils étaient là, on n'était pas dans des fonctions qui nous permettent de vous répondre, monsieur le rapporteur. Oui, parce que le directeur des magazines est directeur des magazines depuis... Oui, depuis l'année dernière, depuis janvier 2025. Voilà. Et en 2015, j'étais directeur des études, donc j'étais à France Télévisions, mais dans des responsabilités qui n'avaient absolument rien à Pas voir dans avec cette ce fonction. sujet. Voilà, donc je leur dis clairement qu'il n'y a pas de malentendu ni sur les réseaux ni ailleurs. Vous n'étiez pas en poste au moment où il y a eu cette décision. Donc on pourra poser la question peut-être à Madame Ernotte. Et est-ce que Madame Darigrand a été décisionnaire sur ce choix de coproduire cette émission avec la société Together? Je crois que monsieur Sidbon-Gomez vous a déjà répondu sur cette question. Madame Darigrand était partie bien avant l'engagement de C'est ce soir, et donc elle n'a aucun intérêt avec cette émission. Elle a été travaillée, comme on vous l'a expliqué, quand on sait faire du magazine et qu'on sort de France Télévisions, on sait faire du magazine. Donc elle était chez Together, mais elle aurait pu aller ailleurs. Merci. Est-ce qu'elle a été impliquée dans des signatures de contrats passés avec Together, d'autres émissions, comme par exemple C'est Politique? Est-ce que Madame Darigrand a été impliquée dans la signature de contrats passés avec Together avant de rejoindre la société Together? J'en ai pas connaissance, mais je crois que non. Enfin, je suis sûr que non. Aucune émission? Ben, j'en ai pas connaissance en 2015. Enfin, quand vous me parlez, je suis pas directrice là, des vous n'êtes pas obligé de programmes. répondre, soyons plus simples, parce que là, on va D'accord, dire que alors, je censure. Vous n'étiez pas en poste. Donc J'étais voilà, pas en poste. Encore une fois, je fais attention, je ne suis pas en train de censurer que vous n'étiez pas en poste, vous n'étiez pas en poste. Donc J'étais le pas en poste. rapporteur pourra poser la question à la personne qui était en poste à ce moment-là. Et il y avait personne qui était en poste Voilà. à ce moment-là. Et C'est pour ça. et comme on réauditionnera certains cadres dirigeants de France Télévisions, on pourra leur poser la question pour obtenir une nouvelle fois des réponses. D'accord, merci. Merci Monsieur le Président. Peut-être une ou deux dernières questions, et merci en tout cas pour votre patience et de vous prêter à cet exercice qui, j'en conviens, est assez long. Donc merci à tous. Vous le savez, donc France Télévisions est réputée évidemment pour ses nombreuses fictions. Media One est une société de production qui a capitalisé aussi sur ce carnet de commandes très fourni, jusqu'à en devenir en 10 ans le premier producteur de fiction française. Alors si Media One se trouve aujourd'hui à ce niveau, c'est parce que cette société s'est développée aussi en très grande partie grâce à la commande de France Télévisions. Alors Madame Holmes, est-ce que vous réussissez malgré tout dans ce phénomène qu'on peut qualifier quand même de concentration ou d'hyperconcentration de ces sociétés de production, qui est attesté par les chiffres, pas simplement sur la fiction mais d'un point de vue général? Comment est-ce que vous garantissez l'émergence de nouveaux talents de production? Comment est-ce que vous réussissez à nourrir le bassin de production et création indépendante française quand on a des acteurs comme Media One qui sont aussi importants et à qui France Télévisions accorde des contrats aussi lucratifs et nombreux? Alors, merci pour cette question, mais je vais avant tout vous rappeler quelques chiffres, parce qu'ils sont très parlants, ces chiffres. Si on se réfère aux dernières années, et notamment à celle de 2024, puisque je n'ai pas pu obtenir 2025, elle n'était pas encore prête, relative à la répartition de la production de la fiction, 42% de nos œuvres ont été produites par des producteurs indépendants. Ce sont des chiffres. 22% de notre production est assurée par France Télévisions Studios, notre filiale. Et il s'agit du premier fournisseur de fiction. Et les 36% restants sont partagés entre 3 grands groupes: Media One, Fédération, Newen, Elephant, Banijay et JLA. Chaque année, en fiction française, nous travaillons à peu près avec 60 sociétés de production différentes. Au regard de ces éléments, il me paraît difficile de qualifier cette situation d'hyperconcentration des contrats.
D'autre part, je voulais juste vous préciser quelque chose. Les producteurs assurent avec leur marge, puisque vous parliez de marge, l'essentiel du développement de leur projet. Il n'est donc pas incongru que les groupes, avec leur marge, proposent plus de projets que les producteurs indépendants, puisqu'ils ont plus de projets en production. Donc nous sommes très attentifs justement au respect de la production indépendante par rapport au groupe. Voilà, je voulais juste vous préciser ça. Merci de cette précision. Encore 9 minutes et je suspendrai à 19h, monsieur le rapporteur. Merci, Monsieur le Président. Je m'en remets au rapport de la Cour des comptes. La Cour des comptes qui indique qu'entre 2017 et 2023, la part des 10 principaux producteurs de programmes de France Télévisions a augmenté de près de 5 points jusqu'à 41% d'achat des programmes. Donc c'est une question, vous avez répondu, je vous en remercie Madame Holmes, mais qui vous concerne tous. Comment est-ce que vous veillez chacun à votre niveau à éviter ce phénomène de concentration ou d'hyper-concentration des contrats passés avec les principales sociétés de production? Je vois par exemple que sur le sujet Media One, les activités du groupe Media One sont aussi largement dépendantes du carnet de commandes de France Télévisions. Si je cite par exemple l'ARCOM, on voit que Media One France a réalisé sur l'année 2023 40% de son volume horaire de programmes avec France Télévisions, et cela équivalait en 2023 à près de 110 millions d'euros d'achat de programmes pour France Télévisions. Donc, comment concrètement est-ce que vous réussissez à défendre aussi d'autres sociétés de production qui ne sont pas Media One, Banijay, Together? Quels sont vos critères de sélection? En fait, monsieur le rapporteur, puisque vous posez la question à l'ensemble des équipes éditoriales ici présentes, un mot pour évoquer la structuration d'un écosystème de production indépendant, notamment en région, dont j'ai la responsabilité. J'ai eu l'occasion de le dire ici. Alors, nous avons lancé il y a quelques années, vous connaissez cela, ce que nous avons appelé la stratégie de régionalisation sur les antennes de France 3, et nous avons augmenté le volume, le temps d'antenne dévolu aux programmes régionaux. Ce que nous avons fait, et c'est un vrai principe, une position importante pour nous, parce que nous souhaitons structurer cet écosystème en région. Nous produisons 250 documentaires par an. C'est colossal pour structurer une filière. Vous savez, c'est des emplois associés, c'est souvent des premiers films, des jeunes auteurs. Il y a 1 an maintenant, nous avons augmenté notre apport sur le documentaire régional de plus de 50%. C'était inédit ces 11 dernières années. Inédit ces 11 dernières années. Rien que cette action essentielle, importante pour la structuration d'une filière indépendante, nous a permis de créer autour d'un bassin d'emploi autour de 20 000 emplois. C'est ça ce que représente le tissu économique en région. 20 000 emplois, 20 000 auteurs, 20 000 réalisateurs de documentaires. Tout cela, c'est essentiel et cela participe aussi de notre ambition, de notre exigence de service public qui est de structurer une filière indépendante. Chacun dans notre secteur et en l'occurrence sur les antennes régionales, c'est une réalité du quotidien. Est-ce que vous pourriez nous donner les marges moyennes d'un producteur de fiction, d'un producteur de documentaire, d'un producteur de jeux, par exemple, qui travaille pour France Télévisions? Alors, on ne va pas rentrer dans les marges exactes réalisées par chacune des sociétés de production pour chacun des programmes, mais est-ce que vous pourriez donner une idée, notamment aux Français qui nous écoutent, de la marge moyenne sur de la fiction, un documentaire, un jeu chez France Télévisions, s'il vous plaît? Commencer par le cinéma, peut-être. Oui, non, en fait, je pense qu'on peut commencer et terminer par le cinéma, parce que le cinéma a une particularité par rapport aux autres genres, qui est que les éléments éditoriaux et économiques des films, c'est-à-dire les plans de financement, comme nous ne sommes pas en commande des programmes, sont appréhendés par les mêmes équipes. Donc je peux vous répondre sur le cinéma. Tous les devis de films sur lesquels France Télévisions investit sont déposés au RCA, au CNC. C'est en accès libre, vous pouvez y aller. J'ai pas l'idée précise de la marge. En général, les producteurs chiffrent des imprévus et des frais généraux. De mémoire, dans tous les devis, c'est de 7%. Je parle bien des devis prévisionnels de production.
sur lequel s'adosse le plan de financement, c'est-à-dire la répartition des investissements demandés aux différents partenaires, dont France Télé. Donc là, on a cette transparence-là très en amont. Sur les autres genres de programmes, comme l'a rappelé Florent, ce sont d'autres directions de France Télé qui se chargent de ces aspects-là et qui parfois négocient les devis dans le plus grand détail, mais donc il faudra leur demander. Dites ce que vous en pensez en commentaire. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à liker et à vous abonner à la chaîne pour soutenir notre travail.